Merci Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sans décevoir, j'imagine, qui que ce soit, je commencerai par une critique, mais celle-ci, vous n'en êtes pas vraiment responsable. C'est le fait que nous discutons d'un budget de la défense, dont finalement les orientations stratégiques qu'il entend mettre en œuvre ne sont pas discutées ici. C'est une des marques de fabrique, selon moi, critiquable. C'est du moins l'opinion que nous défendons de la Ve République. Nos interventions militaires, les choix stratégiques, les conséquences ne sont pas débattus ici. Et je pense que nous y gagnerions. À l'heure où nous sommes attaqués, à l'heure où il est nécessaire qu'il y ait un consentement à certaines choses, à l'heure où nos troupes, ça a été évoqué par l'orateur précédent, sont engagées au Mali, il serait légitime et juste que nous nous interrogions politiquement sur le sens et la présence de nos militaires. Et après, en fonction de ces choix politiques, nous déciderions quels sont les moyens matériels qui les permettent. Et je ne crois pas bon que le Parlement soit écarté, que les décisions soient prises finalement, soit uniquement par le gouvernement, voire même c'est une des prérogatives du Président de la République. C'est donc là une critique, une fois de plus, de nos institutions. Je voudrais aussi illustrer, par exemple, des critiques que nous portons, les contours du projet du nouveau porte-avions, la vente de 18 Rafales à la Grèce, le déploiement du service national universel. Tous ces contours ne sont pas directement précisés dans le budget qui nous est présenté. C'est un peu un budget à trous. On n'y trouve ni mention de la vente des 18 Rafales, ni un montant précis de cette montée en puissance répétée plusieurs fois de ce service national universel et des corps d'armée concernés. Franchement, tous ces points posent problème. Je rappelle aussi que s'agissant des opérations extérieures, le gouvernement décide souvent unilatéralement et il y a là soit un paradoxe que ces opérations soient, nous le constatons des fois, sous-budgétées alors qu'elles se veulent, je cite des phrases souvent répétées, mettre la force au service du droit, une fois de plus, sans qu'ici nous puissions en débattre. Alors, je viens aller sur le fond, il faut aller vite, puisque je dois me contenter plus d'une prise de parole que vraiment d'une prise de décision. Il est vanté ce budget comme un budget de relance. Il n'en reste pas moins, selon moi, qu'il est en deçà d'attentes qu'exige le contexte actuel. Sur les 1,7 milliard d'augmentation, 1 milliard proviennent de l'anticipation de commandes sur des programmes lourds. Mais quelle relance y a-t-il quand 80% de l'effort budgétaire de la loi de programmation militaire est prévu pour après 2023 ? Tenons-nous-le pour dit, le suivisme de cette loi de programmation datée de 2 ans et de ses objectifs n'est pas vraiment un synonyme de relance. Quelle relance y a-t-il quand des PME, cela a été évoqué par d'autres orateurs précédemment, de notre industrie de défense peinent à être soutenues, alors qu'elles sont essentielles pour notre souveraineté militaire? Je pense notamment ici, et d'autres cas, à l'entreprise Tarm Industrie, une entreprise stratégique menacée de liquidation. Nous sommes, vous le savez, intervenus auprès de vous, Madame la Ministre, avec mon collègue Bastien Lachaud. Je veux aussi maintenir, j'en viens maintenant au décalage qu'il y a entre cette prétendue relance et les traductions terre-à-terre qu'elle comprend. Cette loi de programmation militaire se voulait, pour reprendre votre expression, à hauteur d'homme, mais concrètement, tout porte à croire qu'elle n'est pas vraiment à la hauteur des exigences de la condition militaire, même si quelques améliorations ont lieu, mais en termes d'hébergement, de salaire, de petit équipement, vous le savez, les avancées ne sont pas toujours à la hauteur qui est attendue. Idem sur l'augmentation de 27% du budget du service des santé des armées, mais la pandémie étant loin d'appartenir au passé, il n'y a aucune augmentation significative d'effectifs et on peut craindre que tout cela ne soit pas en matière de protéger véritablement nos soldats. Je voudrais surtout, profitant de ce temps court, dire un mot sur les tensions qui agitent aujourd'hui la France et la Turquie, sujet souvent abordé ici, mais en soulignant une chose qui n'a pas été dite, peut-être n'étais-je pas attentif jusque-là, c'est que nous faisons partie d'une alliance militaire avec cette Turquie. Nous sommes actuellement engagés dans le camp de l'OTAN dans une alliance militaire avec un dirigeant étranger qui demande au chef des armées françaises d'aller se soigner. Quelle conclusion en tirons-nous? Aucune. Aucune. Quelques tweets ont été envoyés, mais tout de même, on voit bien la menace qui vient, y compris les effets intérieurs, assez inacceptable, où des partisans du président Erdogan défilent dans les rues de certaines de nos villes, menaçant certains de nos compatriotes ou d'autres d'origine arménienne. Mais nous sommes engagés dans une alliance militaire avec la Turquie. Il serait peut-être temps d'en tirer des conséquences, sans quoi on ne comprend pas le ton qui monte parfois. Un dernier mot, il me reste quelques secondes. Le budget notamment des anciens combattants. Des choses ont été faites. J'ai évoqué quelques critiques, bien sûr, cela pourrait être davantage. Mais un dernier mot dans les quelques secondes qui restent. Je crois qu'une des questions importantes est aussi le rapport que nous avons notamment avec l'Algérie, qui est un des derniers grands
conflit vif dans lequel nous avons été engagés de manière douloureuse, à la fois ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, mais qui est aussi la fin d'une histoire coloniale. J'ai une grande attente sur la mission notamment qui a été confiée à l'historien Benjamin Stora. Et je pense que nous en rediscuterons, mais j'espère qu'elle apportera des éléments de réponse forte. La demande du président de la République était d'aller vers des éléments de réconciliation, et je crois que nous avons fortement à y travailler. Il y a là, me semble-t-il, quelques effets, Président, qui sont d'une vivace actualité par rapport à des points de tension actuellement dans notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Corbière.